Le 31 août 1997, à Paris, une voiture noire s'engouffre dans un tunnel le long de la Seine. Quelques secondes plus tard, le monde entier bascule. Cette nuit-là, une femme que des centaines de millions de personnes considéraient comme l'une des leurs allait perdre la vie dans les circonstances les plus troublantes et les plus scrutées de l'histoire moderne. Mais ce que peu de gens savent, c'est ce qui s'est réellement passé dans les heures qui ont suivi ce choc effroyable. Un homme qui l'a côtoyé de près, qui a porté sur ses épaules le poids d'une responsabilité immense cette nuit-là, a fini par briser des décennies de silence. Ces mots, prononcés en larmes devant des millions de téléspectateurs, ont ravivé une question qui hante encore aujourd'hui. Que s'est-il vraiment passé cette nuit d'été à Paris ? Installez-vous confortablement, car l'histoire que vous vous apprêtez à découvrir est bien plus vaste, plus intime et plus bouleversante que ce que les manuels d'histoire ont bien voulu retenir. Elle s'appelait Diana Frances Spencer. Le monde l'a connue sous un autre nom, celui qu'elle a porté après son mariage avec l'héritier du trône britannique, Diana, princesse de Galles. Mais bien avant les tiares, les robes de couturier et les unes de tabloïd, Diana n'était qu'une petite fille de l'aristocratie anglaise, née le 1er juillet 1961 dans le Norfolk, au sein d'une famille noble dont l'histoire remontait à plusieurs siècles. Les Spencer n'étaient pas de simples nobles de second rang. Ils fréquentaient la famille royale depuis des générations, et leur demeure de Park House se trouvait littéralement à quelques centaines de mètres du domaine de Sandringham, résidence privée des souverains britanniques. Le destin de Diana semblait donc, dès sa naissance, graviter autour de la couronne, bien avant qu'elle ne le sache elle-même. Pourtant, l'enfance de la petite Diana fut tout sauf un conte de fées. Ses parents espéraient un garçon, un héritier pour perpétuer le nom de la famille. La déception fut si vive qu'elle marqua profondément l'atmosphère de son foyer dès ses premières années. Puis vint un drame plus profond encore, la séparation brutale de ses parents alors qu'elle n'avait que 6 ans. Le divorce à cette époque restait un événement rare et scandaleux dans les cercles aristocratiques britanniques, et la bataille pour la garde des enfants fut âpre, publique et humiliante. Diana grandit ainsi tiraillée entre un père distant et une mère qu'elle voyait à peine, ballottée entre plusieurs maisons, plusieurs adultes, plusieurs versions de ce qu'aurait dû être une famille unie. Ce sentiment d'abandon, cette blessure de l'enfance, ne la quitta jamais vraiment. Des années plus tard, elle confiera à des proches que cette instabilité précoce avait façonné chez elle une profonde empathie pour les enfants malheureux, les malades, les marginalisés, une sensibilité qui deviendrait plus tard l'un des piliers de son engagement humanitaire. Scolairement, Diana n'était pas une élève brillante. Elle échoua à plusieurs reprises à ses examens et quitta l'école sans diplôme universitaire, un fait qui, curieusement, allait la suivre toute sa vie comme un complexe silencieux. Elle qui deviendrait pourtant l'une des femmes les plus admirées et les plus influentes du XXe siècle. Ce qu'elle possédait en revanche, et que ni les livres ni les salles de classe ne pouvaient enseigner, c'était un instinct naturel pour la compassion. Adolescente, elle travaillait déjà comme aide dans une école maternelle et comme employée de maison pour arrondir ses fins de mois, menant une existence bien plus modeste que ce que son nom de famille aurait pu laisser supposer. Rien, à ce stade, ne laissait présager qu'elle deviendrait un jour l'une des figures les plus photographiées de la planète. Ceux qui l'ont côtoyée durant cette période décrivent une jeune femme réservée, presque effacée en société, mais capable d'une écoute rare envers les enfants dont elle s'occupait. Elle passait des heures à jouer avec eux, à consoler les plus tristes, à s'assurer que personne ne se sente exclu du groupe. Cette empathie, presque instinctive, contrastait avec le silence qu'elle gardait sur ses propres blessures familiales. Diana avait appris, très tôt, à sourire même lorsque tout, à l'intérieur, semblait s'effondrer. C'est un trait de caractère qui la définira toute sa vie, cette capacité à projeter une image de sérénité et de grâce, alors même qu'elle traversait, en coulisses, des tempêtes émotionnelles d'une rare intensité. Le grand tournant survint alors qu'elle n'avait que 19 ans. Charles, prince de Galles, héritier du trône britannique, la remarqua. Leur différence d'âge était considérable, 13 ans les séparaient, et leur histoire, aux yeux du public, ressemblait à un conte de fées parfaitement orchestré. La jeune roturière timide conquise par le prince charmant. La réalité, comme souvent, était bien plus complexe. Charles entretenait depuis des années une relation profonde et tumultueuse avec une autre femme, Camilla Parker Bowles, une liaison que la cour considérait incompatible avec le trône, mais qu'il ne parvint jamais réellement à abandonner. Diana,
Elle ignorait presque tout de cette histoire lorsqu'elle accepta la demande en mariage. Elle croyait épouser un homme amoureux. Elle épousait en réalité un système, une institution millénaire qui allait l'engloutir bien plus qu'elle ne l'accueillerait. Le mariage eut lieu le 29 juillet 1981 en la cathédrale Saint-Paul de Londres, devant un parterre de dignitaires du monde entier et sous les yeux d'une audience télévisée estimée à plus de 700 millions de personnes. La robe de mariée, avec sa traîne interminable, resta gravée dans les mémoires comme l'un des symboles les plus puissants du glamour royal. Ce jour-là, une légende était née. Diana devenait officiellement princesse de Galles, et le monde entier tomba immédiatement sous le charme de cette jeune femme au regard timide, mais au sourire désarmant. Mais derrière les caméras, derrière les foules en liesse, une réalité bien plus sombre commençait déjà à se dessiner. L'univers rigide et protocolaire de la famille royale britannique s'avéra être une prison dorée pour une jeune femme habituée à bien plus de liberté. Diana découvrit rapidement que son mariage n'était pas fondé sur l'amour véritable qu'elle avait imaginé. Charles continuait de voir Camilla, et cette trahison silencieuse, jamais vraiment cachée dans les cercles proches de la cour, rongea Diana de l'intérieur. Elle développa des troubles alimentaires sévères, notamment une boulimie qu'elle combattit pendant des années dans le plus grand secret, incapable de trouver auprès de sa belle famille l'écoute ou le soutien dont elle avait désespérément besoin. Elle traversa également des périodes de dépression profonde, alourdies par-ci par la pression constante des médias qui traquaient son moindre geste, sa moindre expression de visage, sa moindre variation de poids. Diana confia plus tard à des proches à quel point ces années furent nées les plus solitaires de sa vie. Elle se souvenait de longues soirées passées seule dans les couloirs immenses du palais de Buckingham, incapable de trouver quelqu'un à qui parler de ses angoisses, entourée pourtant de dizaines d'employés et de courtisans. Le contraste entre l'opulence de son cadre de vie et le vide affectif qu'elle ressentait devint pour elle une source de souffrance presque insupportable. Elle se mit à consulter, en secret, plusieurs thérapeutes et conseillers spirituels, cherchant désespérément un moyen de tenir bon face à une pression que peu de personnes, à cette époque, pouvaient réellement comprendre. Il n'existait alors aucun précédent. Jamais une figure royale n'avait dû affronter un tel niveau d'exposition médiatique permanente, jour après jour, sans la moindre échappatoire. Et pourtant, au milieu de cette souffrance intime, Diana donna naissance à 2 fils qui allaient maintenant devenir le centre absolu de son existence. William, né en 1982, puis Harry, en 1984. C'est dans son rôle de mère que Diana trouva enfin un sens profond, une raison d'être qui transcendait les artifices de la cour. Contrairement à la tradition royale, rigide, qui voulait que les enfants soient élevés à distance par des nurses, Diana insista pour être présente, pour les accompagner à l'école, pour les emmener dans des parcs d'attractions, pour leur offrir une enfance qu'elle-même n'avait jamais connue. Elle voulait que ses fils grandissent, connectés au monde réel, loin de la froideur du palais. C'est également à cette époque que Diana commença à transformer sa position de princesse en un véritable instrument de changement social. Elle s'engagea dans des causes que la royauté britannique évitait soigneusement jusque-là, jugées trop controversées ou trop dérangeantes. En 1987, dans un geste qui choqua le monde entier, elle serra la main d'un patient atteint du sida sans porter de gants, à une époque où la panique et l'ignorance entouraient encore cette maladie. Ce simple geste, filmé et diffusé partout, contribua à déconstruire des années de stigmatisation et de peur irrationnelle. Diana visita des hôpitaux, des centres pour sans-abri, des zones minées en Angola où elle marcha, casque de protection sur la tête, au milieu de champs encore actifs, pour sensibiliser le monde au fléau des mines antipersonnelles. Elle devint, presque malgré elle, bien plus qu'une simple figure royale. Elle devint une icône humanitaire, une voix pour les invisibles, une femme que la presse surnomma bientôt la princesse du peuple. Mais cette popularité grandissante contrastait cruellement avec l'effondrement de son mariage. En 1992, l'annus horribili de la monarchie britannique, selon les mots mêmes de la reine Élisabeth II, la séparation officielle de Charles et Diana fut annoncée au Parlement. Les détails les plus intimes de leur relation brisée furent étalés dans la presse, alimentés par des enregistrements téléphoniques indiscrets et des confessions publiques des 2 côtés. En 1995, dans une interview télévisée devenue historique, Diana osa dire tout haut ce que beaucoup soupçonnaient. Elle évoqua ouvertement l'infidélité de son époux, ses propres luttes contre la dépression et la boulimie, et prononça cette phrase désormais légendaire, affirmant qu'ils étaient en 3 dans ce mariage, faisant référence à Camilla.
Cette interview provoqua un séisme sans précédent au sein de la monarchie et précipita le divorce officiel, prononcé en 1996. Libérée du carcan protocolaire de la famille royale, Diana entra alors dans ce que beaucoup considèrent comme la période la plus authentique de sa vie. Elle continua son travail humanitaire avec une intensité redoublée, multipliant les voyages, les visites, les campagnes de sensibilisation. Elle semblait enfin respirer, enfin exister pour elle-même et non plus seulement en fonction du rôle qu'on lui avait assigné à la naissance. C'est également durant cette période qu'elle rencontra Dodi Al-Fayed, fils du magnate égyptien Mohamed Al-Fayed, propriétaire notamment du célèbre hôtel Ritz de Paris. Leur relation, encore récente et intensément scrutée par les paparazzis du monde entier, allait connaître une fin aussi brutale que tragique. Le soir du 30 août 1997, Diana et Dodi quittèrent Secondly le Ritz pour rejoindre l'appartement de ce dernier, poursuivis sans relâche par une nuée de photographes déterminés à capturer le moindre cliché de ce couple médiatique. Pour tenter d'échapper à cette traque incessante, le chauffeur qui prit le volant ce soir-là, Henri Paul, emprunta une route rapide traversant le tunnel du pont de l'Alma. La voiture, une Mercedes noire, filait à une vitesse largement excessive lorsqu'elle perdit le contrôle et percuta violemment le 13e pilier du tunnel. L'impact fut d'une violence inouïe. Dodi Al-Fayed et Henri Paul décédèrent sur le coup. Diana, grièvement blessée, fut extraite du véhicule et transportée en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où une équipe médicale se battit désespérément pendant plusieurs heures pour tenter de la sauver. Malgré tous leurs efforts, la princesse succomba à ses blessures dans la nuit. Seul un homme survécut à l'accident. Trevor Rhys-Jones, le garde du corps, grièvement blessé à la tête mais vivant. La nouvelle se répandit à une vitesse fulgurante à travers le monde entier, plongeant des millions de personnes dans un état de sidération collective. Dans les heures qui suivirent, ceux qui avaient partagé l'intimité du quotidien de Diana furent frappés de plein fouet. L'un de ses proches collaborateurs, un homme qui la conduisait régulièrement et la considérait comme une amie plutôt que comme une simple employeuse royale, reçut l'appel qui allait bouleverser sa vie en pleine nuit. Il se précipita devant sa télévision, découvrant avec horreur les premières images de l'accident, avant de se rendre immédiatement au palais de Kensington, incapable de croire à ce qui venait de se produire. Ce même homme se vit ensuite confier une mission d'une lourdeur inimaginable, accompagner le corps de la princesse depuis Paris jusqu'en Angleterre. Il dut affronter le chaos médiatique qui régnait dans la capitale française, la barrière de la langue, la pression insoutenable des caméras massées devant l'hôpital, tout en tentant, envers et contre tout, de préserver la dignité de celle qu'il avait servie avec dévouement. Des décennies plus tard, en larmes face à des caméras de télévision, il confierait publiquement à quel point cette nuit avait continué de le hanter, rongé par un sentiment de culpabilité irrationnelle de ne pas avoir été lui-même au volant ce soir fatidique. Le trajet vers Paris, cette nuit-là, fut lui-même le théâtre d'une confusion tragique. Ceux qui connaissaient bien le tunnel du pont de l'Alma expliquèrent, dans les années qui suivirent, à quel point cet endroit précis représentait un piège pour n'importe quel conducteur, même expérimenté. La chaussée y décrit une légère courbe descendante, les parois latérales renvoient des fois des reflets trompeurs, et l'éclairage artificiel, en pleine nuit, peut totalement désorienter le sens de la profondeur. Un ancien chauffeur ayant emprunté ce passage à de nombreuses reprises confia un jour que même en roulant prudemment, il lui était arrivé de perdre momentanément ses repères à cet endroit précis, tant le jeu d'ombre et de lumière y était trompeur. Selon lui, la vitesse excessive combinée à ce piège architectural suffisait amplement à expliquer le drame, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la moindre théorie occulte. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'équipe médicale, dirigée notamment par un chirurgien spécialisé en traumatologie cardiaque, se battit avec acharnement pendant près de 2 heures pour tenter de ranimer la princesse, dont le cœur avait subi des lésions internes majeures lors de l'impact. Malgré des interventions d'urgence et l'usage de tous les moyens disponibles, les médecins durent se rendre à l'évidence. Les blessures étaient trop sévères. Cette équipe médicale, submergée par la charge émotionnelle de l'événement, dut ensuite affronter les critiques d'un public en quête de réponses, convaincu que davantage aurait pu être fait. Pour ces soignants, cette nuit resta gravée dans leur mémoire professionnelle comme l'une des plus éprouvantes de leur carrière, un souvenir qu'ils portèrent avec eux bien après la fin de leur service. Le décès de Diana déclencha un raz-de-marée d'émotions collectives d'une ampleur rarement observée dans l'histoire moderne. Des foules immenses se massèrent devant le palais de Kensington, déposant fleurs, bougies, lettres manuscrites
dans un rituel de deuil spontané qui dura plusieurs jours. Le cercueil de la princesse, recouvert de l'étendard royal, fut rapatrié à Londres où il fut accueilli par son ex-époux et ses 2 belles-sœurs avant d'être transféré à la chapelle royale du palais de St. James. Le 6 septembre 1997, ses funérailles se déroulèrent en l'abbaye de Westminster devant un parterre de dignitaires et, surtout, devant ses 2 fils, William et Harry, encore adolescents, marchant derrière le cercueil de leur mère, dans un silence glaçant retransmis au monde entier. Ce jour-là, le frère de Diana, Lord Spencer, prononça un discours poignant, affirmant qu'elle n'avait jamais eu besoin d'un titre royal pour créer sa propre forme de magie. Le chanteur Elton John, ami proche de la princesse, interpréta une version réécrite de sa chanson « Candle in the Wind », spécialement composée en hommage à Diana. Une interprétation unique, jamais rejouée depuis, dont les recettes du single furent entièrement reversées aux œuvres caritatives qu'elle soutenait. Les chiffres de cette journée restent, encore aujourd'hui, difficiles à concevoir. Au Royaume-Uni, l'audience télévisée du service funèbre atteignit un pic de plus de 32 millions de téléspectateurs. Aux États-Unis, 50 millions de personnes suivirent l'événement en direct. À l'échelle mondiale, la retransmission fut diffusée dans plus de 200 pays et regardée par plus de 2 milliards de personnes, faisant de ces funérailles l'un des événements les plus suivis de toute l'histoire de la télévision. Mais la mort de Diana, loin de clore le chapitre de son histoire, en ouvrit un autre tout aussi tumultueux. Dès les premières heures, des théories du complot commencèrent à circuler, alimenté notamment par Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, convaincu que sa belle-fille et son fils avaient été assassinés sur ordre de la famille royale britannique. Selon lui, un mariage entre Diana, mère du futur roi, et un homme musulman d'origine égyptienne aurait été jugé inacceptable par la couronne, motivant ainsi un complot orchestré pour les éliminer tous les 2. Il alla jusqu'à affirmer publiquement que le couple s'apprêtait à annoncer ses fiançailles, que Diana était enceinte de plusieurs semaines, et accusa nommément plusieurs membres de la famille royale, dont le prince Philippe et le prince Charles lui-même, d'avoir orchestré cet assassinat. Les enquêtes officielles menées de part et d'autre de la Manche allaient donc pourtant apporter des réponses bien plus terre-à-terre, quoique tout aussi tragiques. L'enquête française, conclue en 1999 sous la direction du juge Hervé Stéphane, établit que les photographes présents ce soir-là ne se trouvaient pas suffisamment proches du véhicule au moment de l'impact pour être tenus responsables de l'accident. L'enquête britannique, plus tardive, menée en 2008 sous le nom d'Opération Paget, aboutit à un verdict d'homicide illégal, pointant la conduite dangereuse du chauffeur Henri Paul, dont le taux d'alcoolémie dépassait largement les limites légales, ainsi que la poursuite acharnée des paparazzi, comme cause principale du drame. L'absence de ceinture de sécurité et la collision directe avec un pilier en béton, plutôt qu'un simple choc latéral, furent également identifiés comme des facteurs aggravants ayant scellé le destin fatal de cette nuit-là. Concernant les rumeurs de grossesse et de fiançailles imminentes, les preuves rassemblées au fil des années finirent également par démentir ces théories. Une autopsie pratiquée peu après le décès de la princesse conclut formellement à l'absence de grossesse. Des proches confidents de Diana, interrogés durant l'enquête, révélèrent au contraire qu'elle traversait, dans les semaines précédant sa mort, une période d'hésitation et de doute concernant sa relation avec Dodi, loin de l'image d'un amour absolu, prêt à déboucher sur un mariage précipité. Les images de vidéosurveillance du joaillier parisien, où Al-Fayed prétendait avoir acheté une bague de fiançailles, révélèrent également des incohérences troublantes avec le récit avancé par le père de Dodi. Le chagrin de ceux qui avaient partagé son quotidien ne s'est jamais réellement estompé. Des années après le drame, certains d'entre eux ont continué de porter, en silence, le poids de cette nuit-là. Rapatrier son corps depuis Paris. Gérer la logistique complexe d'un tel transfert sous l'œil braqué des caméras du monde entier, tout en essayant de préserver un minimum de dignité et d'intimité autour d'une femme qui, de son vivant, n'avait jamais vraiment eu droit à l'une ou à l'autre. Cette mission resta, pour ceux qui l'accomplirent, l'un des moments les plus éprouvants de toute leur existence. Certains ont raconté avoir dû littéralement protéger la pièce où reposait son corps, veillant à ce qu'aucun regard indiscret ne vienne troubler son dernier repos, dans un ultime geste de respect envers une femme qu'ils avaient appris à admirer bien au-delà de leur simple devoir professionnel. Malgré ces conclusions officielles, une partie du public n'a jamais pleinement accepté l'explication d'un simple accident tragique. Le mythe de Diana, femme extraordinaire abattue par un système qui ne pouvait tolérer sa liberté,
continue de fasciner et de nourrir les spéculations presque 30 ans après les faits. Cette persistance du doute témoigne peut-être plus que tout de l'ampleur symbolique qu'avait atteinte cette femme aux yeux du monde, une figure trop grande, trop aimée, pour que sa disparition puisse être réduite à une simple série de circonstances malheureuses. Aujourd'hui, l'héritage de Diana perdure à travers ses 2 fils. William, désormais prince de Galles à son tour, et Harry, qui a choisi une voie radicalement différente en s'éloignant de la monarchie britannique pour s'installer aux États-Unis, portent chacun à leur manière l'empreinte indélébile de leur mère. Tous 2 ont évoqué publiquement, à plusieurs reprises, l'immense vide laissé par sa disparition prématurée et l'influence déterminante qu'elle continue d'exercer sur leur vision du monde, notamment leur engagement pour la santé mentale, un sujet longtemps tabou dans les cercles royaux que Diana elle-même avait contribué à briser en osant parler ouvertement de ses propres souffrances. En 2021, pour marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire, une statue en son honneur fut dévoilée dans les jardins du palais de Kensington, commandée par William et Harry. Réunis pour l'occasion malgré les tensions qui avaient commencé à éloigner les 2 frères. Ce moment symbolisa, peut-être plus que tout autre, la place éternelle que Diana continue d'occuper, non seulement dans le cœur de ses proches, mais dans la mémoire collective de millions de personnes à travers le monde qui n'ont jamais pu, ni voulu, l'oublier complètement. L'histoire de Diana demeure ainsi un paradoxe saisissant, celle d'une femme née dans les privilèges de l'aristocratie mais profondément marquée par la solitude de l'enfance, celle d'une princesse adulée par le monde entier mais prisonnière d'une institution qui ne lui a jamais offert le bonheur qu'elle recherchait, celle enfin d'une figure dont la mort brutale continue, presque 30 ans plus tard, de soulever plus de questions qu'elle n'a jamais apporté de réponse. Diana n'a jamais eu besoin d'une couronne pour marquer l'histoire. Elle l'a fait par sa vulnérabilité assumée, par son courage à briser les codes rigides d'un monde qui exigeait le silence, et par cette capacité rare à faire ressentir, à des inconnus du monde entier, qu'il comptait vraiment à ses yeux. C'est peut-être cela, plus que tout le reste, qui explique pourquoi, près de 30 ans après cette nuit tragique dans un tunnel parisien, le nom de Diana continue de résonner avec la même intensité qu'au premier jour.